Je vais vous parler aujourd'hui des courses alimentaires, pas du shopping. Les anglo-saxons parlent de shopping pour les courses alimentaires ou pour les courses vestimentaires. Nous, en France, il faut dire la différence quand on parle de shopping, c'est le rayon d'à côté. Donc moi, je vais vous parler des courses alimentaires, qui est un sujet très familier à nous tous, une pratique que nous partageons tous et toutes, surtout toutes d'ailleurs, d'après mes observations. Et voilà, les raisons pour lesquelles je m'y suis intéressée, c'est que depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à la vie quotidienne, à la culture matérielle, et ces dernières années d'ailleurs à la fête de Noël et à la consommation excessive. Donc je voulais travailler sur un objet quotidien, ordinaire, et comme tous ces objets que les anthropologues saisissent, on s'aperçoit que derrière ce côté familier, ça révèle beaucoup d'autres choses de notre vie en société. Donc, rappelez que c'est une activité, je vais enfoncer une porte ouverte si vous voulez, mais qui est vitale, c'est-à-dire qu'il faut... j'entends très mal ce que j'ai, c'est pas grave, ça fait des références. Il faut s'approvisionner, il faut faire des courses pour se nourrir, parce que peu de gens aujourd'hui vivent en autarcie, sans doute une toute petite minorité, et même l'extrême pauvreté ne dispense pas de faire des courses pour aller chercher notre nourriture. Nous ne sommes plus à l'époque des chasseurs-cueilleurs, et il faut ni du néolithique ni des agriculteurs qui s'autosuffisaient. Donc ça a l'air d'une évidence, si vous voulez, mais ça signifie que pour nous nourrir, il faut sortir de chez soi, et c'est une des rares activités qui mettent en relation. J'entends très mal ce que c'est normal, je ne sais pas si vous entendez bien, parce que moi j'ai un effet Larsen. Donc il faut donc sortir pour aller faire des courses et des emplettes et se nourrir, et que c'est donc cette mobilité du chez-soi au magasin ou à la boutique qu'il faut qu'on met en relation, merci, qu'on met en relation l'espace privé, l'espace domestique et un espace public. Et ça va avoir des conséquences importantes. Ensuite, troisième raison, c'est que ces pratiques d'approvisionnement alimentaire, des courses liées à des lieux qui ont évolué avec l'histoire, on viendra de la boutique au supermarché, etc. C'est aussi une des activités qui, quand on en parle comme ça, est souvent vécue comme une corvée. C'est-à-dire, la première réaction, c'est de dire quelle corvée, les courses, etc. Il y a une minorité de gens qui aiment bien faire leurs courses, les courses alimentaires, mais c'est souvent vu comme une tâche la plus ingrate des tâches domestiques. C'est aussi une pratique qui est rythmée par les saisons et par le temps qui passe. C'est enfin quelque chose qui est un facteur de socialisation quand on sort, on fait ses courses, on rencontre d'autres gens. Donc toutes ces raisons font que ça peut être, et ça a été pour moi, un objet d'intérêt sociologique et anthropologique. Donc je vais aborder ici, pas tous les points que j'ai abordés dans le livre parce que je n'aurai pas le temps, mais quelques points qui j'espère, vous intéresseront. Je voulais aussi vous rappeler, oui, une des dernières raisons, c'est que dans les activités domestiques, c'est une des tâches les moins, comment pourrait-on dire, moins inégalitaires entre hommes et femmes. C'est-à-dire que les hommes, c'est une des tâches domestiques auxquelles les hommes participent le plus. C'est en quelques minutes de plus, mais c'est important par rapport à d'autres tâches ménagères. Pour commencer, je vais rappeler quelques chiffres récents, donner une idée des dépenses. En 2013, en France, on consacre en moyenne aux courses alimentaires 396 €, c'est une moyenne. Quand on a des revenus supérieurs à 3 500, ce qui est quand même déjà important, on dépense 539 € par mois. Quand on est en dessous de 1 220 € par mois, ce qui met en évidence l'inégalité déjà première, parce que 220 € sur 1 000 €, c'est beaucoup plus que 539 sur 3 500. Donc ce budget
de courses alimentaires est en augmentation, vous avez dû vous en apercevoir, depuis la crise surtout, et il augmente avec l'âge. Évidemment, plus on vieillit, plus on dépense, sauf quand on est peut-être très âgé, et il augmente avec le nombre d'enfants. Alors tout ça pour dire que s'il y a une consommation de masse depuis les années 50, ça n'a vraiment pas uniformisé nos dépenses ni nos comportements. Contrairement à ce que disaient des sociologues comme Henri Mongrasse, par exemple, qui parlaient de l'uniformisation de comportement par rapport à la consommation. Et on voit que les inégalités se creusent aussi comme dans beaucoup d'autres domaines. Avant de parler, donc je vais vous parler là de plusieurs aspects, des courses, des couples en course, de la mère de famille, qui a un rôle important, des saisons, du caddie, de la liste. Mais avant, je voulais rappeler, pour les plus jeunes d'entre vous, que cette histoire des courses alimentaires est liée à l'histoire de la distribution. Au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, apparaît, c'est par la première révolution, première innovation, les magasins populaires. Il y avait depuis le 19e, vous le savez, les grands magasins, Galeries Lafayette où nous sommes, Bon Marché à Paris, le Printemps, ces grands magasins qui s'adressaient à une clientèle essentiellement bourgeoise. Et puis dans les années 50, ces grands magasins créent des magasins dits populaires, Monoprix, Prix Unique, Uniprix, qui sont destinés à une clientèle plus modeste. Il y a aussi un autre phénomène important, en 1948, l'apparition du succursalisme avec Boulay-Turpin, qui ouvre à Paris, dans le 18e arrondissement, le premier libre-service. Et ce premier libre-service a un effet incroyable, qui est relayé d'ailleurs par la presse, c'est que les premières clientes, c'était surtout des clientes, n'osent pas se servir elles-mêmes. Maintenant, évidemment, on est habitué à ce libre-service, et on raconte dans la presse de l'époque, que beaucoup de gens, surtout les gens âgés, refusent de se servir tellement habitués à l'épicier avec sa blouse grise, son crayon derrière l'oreille, l'ardoise, on pouvait faire crédit, parce que là, c'est la fin aussi du crédit. Vous savez, si vous avez vu Amélie Poulain, on voit encore cet épicier avec ce crayon. Donc ça, c'est une image qui reste encore dans les années 50, dans les films surtout, mais qui est concurrencée par ce libre-service. Et puis, il y a un certain Édouard Leclerc qui, en 1949, ouvre à Landerneau, dans sa salle à manger, le premier libre-service. Donc ça, c'est vraiment la première innovation qui est, dans l'histoire de la distribution, un moment important. Le deuxième moment important, c'est l'ouverture de ce qu'on va appeler très vite les usines à vendre, les supermarchés, avec l'ouverture de Carrefour en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans la banlieue parisienne, où on applique le concept américain des courses motorisées, c'est-à-dire on peut aller faire ses courses en voiture aux portes des grandes villes. Là, c'est évidemment dans la banlieue parisienne. Et ça, c'est la deuxième innovation importante. Pour vous donner une idée de l'évolution rapide, en 1960, il y avait 7 supermarchés en France. En 1966, 2 hypermarchés. Alors, un supermarché, c'est une surface qui va de 400 à 1500 mètres carrés. Un hypermarché, c'est au-dessus de 1500 mètres carrés. Donc ça, il y en avait 7 supermarchés, 2 hypermarchés. En 2012, et en 2013 maintenant, en 2014, je n'ai pas les chiffres, mais ça fait que ça a stagné, 5702 supermarchés et 1268 hypermarchés. Et le premier site de vente en ligne qui s'appelle Oura est ouvert en 1992. Donc à partir de cette époque, on assiste à un changement radical dans nos manières de nous approvisionner, mais qui évolue encore, et avec la crise évidemment qui va encore beaucoup changer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a toujours une majorité de gens en France, sur toute la France, qui vont faire leurs courses en hypermarché, mais ça stagne assez, et le commerce de proximité va être vraiment de plus en plus valorisé, et aussi les commerces de surgelés, type Picard, qui sont en nette progression. Mais il y a vraiment une nouvelle affection pour le commerce de proximité en ville, parce que la campagne, évidemment,
les petits commerces dans les villages ont fermé, on est obligé encore d'aller beaucoup au supermarché. Mais j'y reviendrai. Donc maintenant, je voulais vous parler d'un des chapitres qui ouvre le livre, que j'ai appelé Les courses en couple. Donc, je vous l'ai dit, c'est une des tâches domestiques la mieux partagée. Donc, les femmes y consacrent, après les statistiques, il sait qu'ils sont toujours quand même sur la couture, mais les femmes y consacrent 30 minutes de plus que les hommes. Et ce qu'elles ont gagné là, surtout les mères de famille, c'est parce qu'il y a eu l'apparition décroissante du surgelé, que le surgelé permet évidemment de faire des provisions et de consacrer moins de temps aux courses, surtout pour les jeunes femmes mères de famille. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment de la mise en couple des jeunes couples, faire les courses devient une sorte de mise en scène de l'être ensemble, si vous voulez, participe à construire le couple. Dans le joli livre qu'Annie Ernaux consacre, qui s'appelle Les années, je ne sais pas si vous avez lu ça, elle raconte, d'un seul coup, elle s'est rendue compte que dès qu'elle a vécu en couple, on l'a appelée madame, et puis elle est allée dans des grandes surfaces, et puis elle a rempli son caddie, et que ça a été la fin d'une certaine spontanéité qu'on a quand on est célibataire, jeune, étudiant, et qu'un autre sociologue, Kaufmann, appelait l'instantanéité radicale. C'est-à-dire qu'au moment de la mise en couple, c'est vrai que d'un seul coup, il y a une confrontation aussi des manières de s'alimenter, de faire ses courses, où l'héritage familial joue un grand rôle, et il y a des concurrences entre les habitudes d'ailleurs. Et il y a ce partage, cette mise en commun qui est une nouvelle façon de se montrer et de partager quelque chose. Il y en a toujours un des deux qui d'ailleurs joue le rôle de l'attendant quand on fait les courses en couple, qui est celui qui fait la cuisine. En général, c'est celui qui évidemment sait à peu près ce qu'il faut acheter. Dans ces modèles, le partage ne signifie pas toujours que les gens font la même chose. Vous avez tous eu sans doute cette expérience que quand un couple fait ses courses particulièrement en grande surface, il y a un partage totalement inégal. En général, enfin les gens que j'ai interviewés me disaient, en général, l'homme achète le vin, c'est souvent prend ce qui est très lourd, et la femme, elle, fait la liste, a sa liste, et va acheter les choses plus quotidiennes, etc. Les hommes disent, nous, on fait le lourd. Alors, surtout au supermarché, où après, il y a effectivement la voiture à remplir, le caddie à décharger, etc. Chez les hommes, il y a un lieu qui est assez privilégié pour ceux qui font les courses, c'est le marché. Le marché est un lieu assez privilégié et que les hommes en couple, je parle des hommes, revendiquent comme quelque chose qu'ils aiment faire, alors que le quotidien sera plus du côté des mères de famille. Il y a un moment, les courses qui est très important, qui révèle aussi la façon dont on partage les choses en couple, c'est malheureusement le moment du divorce. Quand il y a séparation, là, il y a quelque chose qui se joue où il n'y a plus du tout cette mise en commun, évidemment, et où toujours Annie Ernaux, qui raconte toujours dans le même roman sa nostalgie de son chariot plein, et dans les nombreux entretiens que j'ai faits, certaines personnes me racontaient qu'il y avait une façon aussi de compenser la nostalgie, la séparation, ou parfois de régler des comptes d'ailleurs, quand il y a partage des enfants, avec cette jeune femme qui me racontait qu'elle avait rempli le caddie pour la semaine où son mari avait ses enfants, de tout ce que le mari n'aimait pas que les enfants mangent, par exemple. Alors elle s'était débrouillée pour acheter tout ce qu'il y avait de plus chimique, tout ce qui est plus... Et c'était une façon de régler ce compte. Donc c'est vrai que là, si vous voulez, on a mis en évidence des rôles, des statuts et des ruptures le long d'une vie que les courses alimentaires accompagnent toute une vie jusqu'à la vieillesse, où il est difficile d'ailleurs de faire ses courses et qui parfois représentent
le seul moment de sociabilité pour les gens, surtout en ville, mais aussi à la campagne, pour les gens solitaires, souvent âgés, où c'est le moment où on va rencontrer, surtout dans une petite boutique, on sait à peu près l'heure à laquelle on va rencontrer tel et tel type de personnes ou de voisins. Et c'est vrai que surtout à la campagne, il y a beaucoup de gens à la retraite, âgés, qui vont en profiter pour aller c'est dans le supermarché, mais une surface moyenne, parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer un voisin qu'on ne peut plus rencontrer dans le petit commerce qui a disparu. La seconde chose dont je voulais vous parler, c'est la mère en course. La mère en course, c'est une vraie combattante. Alors je parle des mères qui ont encore des enfants bas âge, qui travaillent à plein temps, et où je me suis rendu compte, toujours au travers des entretiens et des budgetants qu'on pouvait être faits par le lycée par exemple, que la mère aujourd'hui, la mère en course, est une mère dévouée. Un anthropologue anglais qui s'appelle Daniel Miller, qui parlait d'ailleurs de la mère dévouée, parce qu'il avait travaillé un peu là-dessus aussi, où ce dévouement n'a pas profité, n'a pas été atténué par le post-féminisme et si vous voulez, ce désir de bien nourrir sa famille. Chez les jeunes femmes de l'après-féminisme n'ont rien à envier à leur grand-mère. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup étonnée parce qu'il y a une espèce de morale qui est lourde d'un héritage comme ça, familial, qui est lié, c'est presque un archaïsme dans nos sociétés, au fait de maintenir sa famille en bon état finalement. Et on parlait autrefois, vous savez, de reproduction de la force de travail du mari. Mais c'est vrai que même pour une femme qui travaille, dans tous les entretiens que j'ai faits, il y avait ce souci de bien nourrir les siens, et surtout les enfants, de les faire grandir, de maintenir leur corps en harmonie. Et c'est vrai qu'en regardant les manuels destinés aux ménagères du 19e que j'avais lus, il y avait toujours ce même souci d'économie, de prévision, dans provision, faire prévision, il y avait prévoir. Et il y avait toujours ce souci, si vous voulez, d'être finalement toujours en accord avec les désirs des siens, qui fait qu'aujourd'hui, le temps, même si on peut faire ses courses en ligne, sur Internet, se faire livrer, le temps consacré aux courses est toujours quand même très très important et est alourdi par ce souci de bien faire qui m'avait frappé chez les jeunes femmes d'aujourd'hui, qui était en plus alourdi par tous les conseils de diététique que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au dehors de l'économie, de l'hygiène, il y a toutes ces injonctions diététiques qui sont présentes dans tous les rayons des supermarchés, où chacun d'entre nous, on est en train presque tous de lire la composition, les temps d'alerte, surtout avec les crises alimentaires qu'il y a eu avec la vache folle, etc. Et le souci, c'est de nourrir, d'alimenter sa famille, c'est d'alourdir finalement de toutes ces injonctions diététiques, publicitaires, où l'enfant va être, depuis, disons, les années 60-70, l'enfant étant une cible aussi de la publicité et du marketing, il va jouer un rôle qu'il ne jouait pas autrefois au début du XXe siècle, par exemple, encore moins au XIXe, qui va être prescripteur. Donc non seulement il y a ces injonctions économiques, diététiques, mais il y a aussi l'enfant qui est là dans les rayons et qui va demander à sa mère de lui acheter telle et telle chose qu'il a vu à la télévision et qui est effectivement est une contrainte supplémentaire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut difficilement dire que la mère de famille a gagné du temps parce que, en plus, munie de son téléphone mobile à distance, elle va pouvoir s'occuper à distance de ceux qui sont restés à la maison, des devoirs à faire, téléphoner à celui qui va rapporter le pain, etc. Donc, si vous voulez, au point de vue budgétant, la modernisation de la distribution n'a fait qu'alourdir finalement la tâche
de la ménagère dont on soupèse le panier régulièrement, mais dont on oublie toute la charge mentale. Les féministes parlaient de charge mentale qu'elle a. Donc sur ce plan-là, c'est vrai que ce qui m'a le plus frappé, c'est cette volonté encore de bien faire et d'être dévoué aux siens, comme finalement, malgré, comme autrefois, comme il était sans doute les ménagères d'autrefois, et moins les maîtresses de maison qui avaient une domesticité. Et ça, c'est assez frappant quand on discute avec. Donc, si vous voulez, ce qui m'a aussi frappé je parle de cette jeune femme quand un enfant arrive, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, donc on n'est plus évidemment dans la prévision du 19e, le bourgeoisie du 19e, mais c'est la peur de manquer, et c'est d'autant plus étonnant qu'en ville, dans une grande ville comme Marseille ou Paris, les commerces ne sont jamais très éloignés. Alors évidemment, quand on travaille à plein temps, c'est difficile, donc on fait des provisions, mais je ne sais pas si c'est votre cas, mais les jeunes femmes qui ont leur premier enfant surtout, ont tellement peur de manquer que souvent elles me racontaient qu'elles avaient tellement rempli leur cave quand elles ont une maison ou la buanderie d'un appartement de lait ou de choses comme ça, qu'il y avait parfois de la marchandise périmée. Il y avait cette vraie peur de manquer pour une génération qui n'a pas du tout connu la guerre et qui n'est pas menacée jusqu'à un jour de crise d'approvisionnement. Donc voilà ce que je voulais vous dire vous me direz après dans la discussion si ça recouvre vos expériences personnelles. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'était des cycles et des saisons et des générations. C'est vrai que les courses alimentaires sont depuis toujours soumises aux saisons, mais que depuis effectivement la société de consommation va son point, le calendrier commercial a tendance à se superposer aux saisons naturelles, j'allais dire. Et c'est vrai que vous êtes, on le sait tous, si vous voulez, le calendrier commercial anticipe très longtemps et très souvent les fêtes religieuses comme Noël qui va commencer à apparaître dans les vitrines le 2 novembre, ou le 3 novembre, au lendemain de la Toussaint. On a souvent tendance à penser que c'est récent, et en fait, pour avoir travaillé sur Noël, je sais que c'est depuis la moitié du 19e siècle, depuis que les grands magasins existent, cette publicité envahit les vitrines de Noël très très bien à moi, même au 19e siècle, commençait très tôt dans les grands magasins des grandes villes, comme à Paris ou aux États-Unis par exemple. Dès le mois de novembre, des vitrines de Noël existaient, et là on va les voir arriver dans quelques temps. Il y a aussi évidemment toute la période des soldes là, qui ne sont pas évidemment qui concernent moins l'alimentation, mais qui fait qu'on est soumis donc à un rythme qui s'accélère de plus en plus avec l'invention de produits, le vin d'automne, la bière de Noël qui n'existait pas du tout, le thé de Noël, des choses comme ça qui vont apparaître et qui vont faire scansion de nos rythmes d'achat, si bien que le temps des courses est devenu celui des injonctions publicitaires et qu'on est dans nos boîtes à lettres, pratiquement harcelé par faire vite les promotions, dépêchez-vous. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, depuis quelque temps, on s'aperçoit que les vraies, entre guillemets, les vraies saisons apparaissent comme une sorte de rempart pour se protéger de cette injonction commerciale permanente, une assurance de qualité, d'authenticité et le désir de retrouver les vraies saisons. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup, vous entendez comme moi, même sans avoir fait cette enquête, beaucoup de gens, et on en est sans doute comme moi, les fruits de saison, bien sûr, je n'achète que des fruits de saison. Il n'est pas question de retrouver, d'acheter des cerises du Chili à Noël et des choses comme ça, ce qui a été il y a quelque temps quand même un des luxes et dans les magasins luxueux, comme la Fayette Gourmet à Paris ou le Bon Marché. Et si, c'est vrai que c'était un luxe
qui est en train d'être beaucoup plus critiqué et où on a envie de retrouver des produits locaux et des produits de saison. Et vous avez peut-être entendu parler de cette expression, les locavores, donc ces consommateurs qui exigent de ne déguster, de ne consommer que des produits qui ne sont pas cultivés à plus de, je crois, de mémoire, 100 km de là où ils sont vendus. Ce qu'on appelle les locavores. Il y a aussi ces notions d'indigène végétal qui sont intéressantes à étudier parce que on sait d'ailleurs, les botanistes savent que l'indigène végétal, un jour, avait vu d'autres continents, et c'est parce qu'il s'est bien adapté à nos sols et à nos climats qu'il est devenu endogène, indigène plutôt, et endogène. Mais il y a aujourd'hui, surtout chez les Verts et chez les écologistes, cette volonté de ne consommer que des fruits de saison. Donc ça, c'est vrai que ça a quelques années, et c'est intéressant à étudier parce que ça ne consomme. Alors, c'est vrai que ces produits importés, exportés en toute saison font qu'il y a eu une espèce de perte de repère dont se plaignaient beaucoup de gens que j'avais interrogés, en tout cas, et même si des gens qui n'étaient pas trop à principe, le principe de manger des légumes, des fruits de saison était quand même devenu important. Il y a une chose qui est, j'allais dire, transsaisonnier dans l'alimentation, c'est les produits surgelés. Les produits surgelés, effectivement, permettent de manger à toute saison des choses. Alors, il y a une différence entre les produits qu'on congèle soi-même, qu'on a recueillis dans son jardin quand on en a un, et puis ce qu'on achète dans les magasins de surgelés comme Picard. Et beaucoup de consommateurs font bien la différence entre ceux qui achètent ce qui est déjà traité, emballé et traité avec des produits faits, et puis ceux qui congèlent eux-mêmes des produits qu'ils ont ramassés. Donc le surgelé est intéressant aussi parce que ça permet de réaliser une sorte d'autoconsommation. Un chiffre un peu intéressant, le congélateur à la campagne est présent chez 95% des résidents en milieu rural. Et en ville, c'est quand même très important, c'est 86%. Ça, c'est sur la France entière. Et en milieu ouvrier, on constate qu'il y a beaucoup plus de congélateurs que milieu de cadre supérieur, par exemple. Donc, voilà, en ce qui concerne les cycles et les saisons, et c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une volonté de retrouver un rythme naturel, entre guillemets. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est que faire ses courses applique aussi certains objets, vous connaissez tous bien, donc une certaine culture matérielle qui va du cabas au caddie. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas. J'avais interviewé à Paris une jeune femme qui était d'origine marseillaise, qui m'avait dit « Non, à Marseille, pas de caddie, ça c'est très parisien. Nous, c'est le cabas. » Panier, je ne sais pas si vous me confirmez. C'est vrai que le caddie est un objet urbain, de toute façon, un objet parisien, détesté par les plus jeunes, puisque surtout les adolescents, quand on leur demande de faire les courses, ils ne vont surtout pas prendre un caddie, c'est presque un objet honteux, mais que le caddie en ville est un objet, d'une utilité essentielle. Alors, je vous dirai si les Marseillaises et les Marseillais ont des caddies aujourd'hui, la fin de l'enquête n'est pas très ancienne, et apparemment c'était lié à Paris. Donc pour la petite histoire, le caddie est assez ancien, il a été inventé en 1936 par un certain Goldman, qui était un épicier américain, et qui était au départ comme une chaise pliante. Et puis en 1946, juste après la guerre, le chariot, on a parlé de chariot télescopable, c'est-à-dire d'un chariot qu'on puisse, si vous voulez, emboîter. Vous savez, à la sortie, vous prenez votre pièce et vous emboîtez votre chariot. Donc ça date de 1946, plus ancien qu'on imaginait, et ça fait partie de ces techniques qui résistent au temps, qu'on appelle en anglais past dependence, et qui, effectivement, des inventions comme ça qui vont se pérenniser, qui vont durer très très longtemps. Alors, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que
si vous voulez, ce caddie se complète d'un tas de gadgets. Alors, par exemple, le siège intégré pour mettre son enfant sur le caddie, l'enfant étant évidemment intégré comme une marchandise vivante, on l'assied, etc. Des choses comme ça. Le caddie, c'est aussi parfois un instrument de mesure, ça correspond chez certains d'entre nous à une semaine de course. Et quand j'ai rempli mon caddie, je sais à peu près, alors ça dépend combien on est à la maison, bien sûr. Mais si vous voulez, ce qui est drôle, c'est que les économistes parlent toujours du panier de la ménagère, alors que le caddie existe depuis si longtemps, mais chez les économistes, on en est toujours au panier de la ménagère. Donc, l'autre objet, entre guillemets, important des cours, c'est la liste. Alors la liste, ça fait partie de ce que certains sociologues ont appelé les écritures ordinaires. Alors, qu'elles soient sur un petit bout de papier, qu'elles soient maintenant sur son iPhone, qu'elles soient puisées, qu'elles soient sur la porte du frigo, ça fait quand même partie de ce qu'on appelle les écritures ordinaires, et c'est ce qu'on appelle un instrument d'autocontrôle, c'est-à-dire qu'avec cette liste, on va essayer de prévoir ce qui manque, mais aussi de ne pas trop déborder, de ne pas acheter plus qu'on a besoin. Et en général, comme tout ce qui est du côté de l'écriture, c'est vraiment une activité en majorité féminine dans le couple. Là, beaucoup d'hommes font les courses, mais avec une liste qui a été écrite par leur compagne, leur femme, ou leur ami. Et c'est vrai qu'elle est établie par les femmes, et ça reste effectivement quelque chose qui parfois reflète même, pour les plus organisés, l'espace du magasin. C'est-à-dire que dans les entretiens, une jeune femme me disait, moi j'ai tout à fait en tête l'organisation, c'était au champ par exemple, et donc quand son compagnon allait faire les courses, elle le guidait par liste interposée à travers de cet espace. Donc c'est vrai qu'on appelle ça une sorte d'autocontrôle, et qui sont maintenant téléchargeables sur Internet. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu cette pratique, mais si vous voulez, quand on regarde, moi pour l'enquête j'avais regardé ces disques qui étaient téléchargés sur Internet, c'est d'un rationalisme qui m'avait rappelé cette femme des années 50, des années 30, qui s'appelait Paulette Bernèche, qui avait écrit un livre qui s'appelait Pour le taylorisme domestique, et qui appliquait les méthodes des tailors, les méthodes industrielles, à l'espace domestique et à la ménagère. Et quand on regarde ce qui se passe sur Internet à propos des courses, les conseils qui sont donnés sont dignes de cette époque, parce qu'on vous demande de rationaliser à l'extrême le temps, l'espace, de faire des économies en faisant une course, et on n'est pas très loin de cette époque où les ménagères étaient soumises effectivement à ces manuels écrits par des femmes de la bourgeoisie, pour des femmes de la bourgeoisie. Je voulais aussi, donc ça c'est ce qui concernait tout ce qu'on a fait, mais finalement la culture matérielle des courses. Et puis, je regarde l'heure, j'ai encore... est-ce que j'ai encore 10 minutes ou... Oui. Pour terminer, peut-être sur les lieux où l'on fait ses courses et la hiérarchie qui s'établit entre ces lieux selon qu'on est effectivement en filiale. Qu'est-ce qu'un lieu en anthropologie? Marc Auger, qui est un anthropologue africaniste reconverti à la vie quotidienne lui aussi, disait qu'un lieu anthropologique, c'était un lieu auquel on pouvait s'identifier, on gardait son identité, on pouvait établir un réseau de relations et dont on connaissait l'histoire. Il a écrit un livre qui s'appelle Les non-lieux. Le non-lieu, pour lui, si vous voulez, c'est par exemple l'aéroport, une gare, ou une grande surface, justement, où la seule identité qu'on ait, c'est de mettre sa carte bleue quand on passe à la caisse. Quand on étudie ça de près, et surtout, par exemple, je vous en ai déjà parlé en milieu rural, on voit qu'il y a peut-être pas des hypermarchés, mais des supermarchés qui peuvent devenir des lieux puisqu'on peut se retrouver. On peut retrouver des gens qu'on connaît, on peut se donner rendez-vous, et que ces lieux ne sont pas forcément des non-lieux.
Mais évidemment, ça ne vous étonnera pas si je vous dis qu'en France, le petit commerce est évidemment le plus privilégié comme un facteur de convivialité, qui est évidemment celui qu'on préfère avoir en ville. Et ce qui se passe dans les villages, c'est souvent que ces lieux qui étaient le café, l'épicerie, qui étaient un lieu multifonctionnel, ont disparu. Alors, un chiffre, pour vous donner une idée de la disparition de ces petits lieux de commerce, en 1966, il y avait 87 000 épiceries en France. Aujourd'hui, il en reste plus de 13 000. Donc, c'est vrai que la population est augmentée, il y a beaucoup moins ces commerces de proximité. Mais parmi ces commerces de proximité, celui qui résiste mieux, c'est les boulangers. Le boulanger, effectivement, est encore assez présent, surtout dans nos villes, et puis aussi l'épicier. À la campagne, beaucoup moins, mais c'est vrai que c'est un des lieux les plus prisés par les Français. D'ailleurs, à l'étranger, on représente toujours le Français avec son pain sous le bras, la baguette. Et c'est très intéressant de voir, d'écouter ce qui se dit dans une boulangerie, parce que c'est un endroit où on ne reste pas très longtemps. Vous savez, les boulangeries, c'est rapide, on va chercher le pain le soir, effectivement, ça dure 5 minutes, et en général, on y parle du temps qu'il fait. Mais ça rythme nos journées, parce que le pain est quotidien, sauf au plus congé aussi. Et en ville, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie, qui rythme. Et souvent, quand on rentre du travail, on va chez le boulanger, effectivement, on achète son pain. Alors c'est vrai qu'on peut aussi le faire congeler, mais c'est un commerce de proximité. Dans les lieux d'approvisionnement qui font le plus consensus, c'est le marché. Le marché, évidemment, est un lieu qui reste encore auréolé d'un certain charme, et parce que c'est aussi un repère sociologique très intéressant, parce que dans le marché, un marché, et surtout le marché de Provence, qui était chanté pour les plus âgés d'entre vous, Gilbert Bécaud qui chantait les marchés de Provence. Alors lui, c'est vraiment le premier hit parade, le marché de Provence, où dans la chanson qui sentait bon le matin, la mer et le midi, là on est à Marseille, et c'est vrai que ça fait partie des lieux emblématiques pour faire ses courses. Mais ce marché fait consensus aussi parce que c'est un lieu, alors il y a des gens qui n'aiment pas du tout, mais c'est un lieu où on est tous à égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement de faveur dans le marché, on fait la queue, on attend, on discute avec ses commerçants préférés éventuellement de recettes, et c'est un des lieux qui est le plus privilégié. Aujourd'hui, ces commerces de proximité essaient d'être réinventés par des grandes enseignes, comme Carrefour par exemple, qui avait essayé d'installer à Paris un commerce qui s'appelait Chez Jean. C'était pas le petit arabe du coin, comme on dit souvent, mais Chez Jean, c'était quelque chose où on pouvait acheter son journal, aussi faire quelques cours du soir. Il y a par exemple des limonades, des choses comme ça, qui essaient de renouer avec un commerce de proximité. C'est un commerce de proximité, de retrouver un lieu où on puisse acheter effectivement un peu de tout. Donc c'est Casino qui avait essayé ça. Donc si vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une demande en faveur de ces commerces de proximité et une espèce de lassitude de la grande surface. En plus, c'est vrai qu'avec la crise pétrolière, prendre la voiture, il y a des gens qui n'ont absolument pas le choix, qui sont obligés de le faire. Mais c'est vrai qu'on est dans une période où on revalorise ces petits commerces, même si, évidemment, ils diminuent quand même dans certaines régions. La région du centre de la France étant d'ailleurs la plus pauvre en petits commerces. Donc voilà, j'ai fait un tour assez rapide. Je voulais simplement terminer en disant que notre espace des courses est une sorte de territoire où se joue beaucoup plus qu'une consommation banale, où nos identités finalement réapparaissent dans les choix que nous faisons, dans les relations que nous avons aux commerçants,
et que c'est un lieu aussi où on montre une certaine intimité. Quand on est surtout derrière une caisse, vous voyez ce que la personne devant vous achète. Et c'est une des rares pratiques de consommation, avec peut-être les vêtements, mais moins, puisque c'est quand même pas du tout au quotidien, où on met à nu un peu une certaine intimité, c'est-à-dire qu'on met en relation un espace public et un espace privé. Et en réfléchissant, je m'étais dit que c'était finalement la seule pratique ancienne qui montrait comme ça aux autres son intimité, c'était le lavoir. On lavait son linge devant tout le monde. Eh bien, cette pratique qu'on a de faire nos courses alimentaires, effectivement, c'est une des rares pratiques aujourd'hui qui montre l'espace domestique, et donc où on joue un rôle et où se jouent aussi beaucoup de choses qui sont pas seulement de l'ordre de la consommation et de la dépense, mais quelque chose d'autre, et surtout d'ailleurs dans la famille, parce que pour en revenir aux mères de famille, ce qui m'avait frappé dans tous les entretiens, c'était la connaissance intime et fine qu'elles avaient, mais il n'y avait pas de famille et des hommes qui sont comme ça, mais c'était la majorité des femmes, des besoins de chacun et des goûts de chacun. C'est-à-dire que c'était aussi dire, ah moi je sais exactement ce que le petit dernier aime, ce que l'aîné aime, ce que mon mari aime, etc. Et puis que je faisais, vous disais, ah bah oui, moi, finalement, ça passe après. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du développement. Donc voilà, un petit peu rapidement fait. J'aurais pu vous parler, le temps ne me permet pas aussi, de la fonction de distinction sociale qui se joue dans ces commerces où, par exemple, dans un magasin de luxe comme le Bon Marché à Paris, les gens les plus modestes ne seront pas rentrés dans la grande épicerie, et de toute façon, même en dehors du prix, je dirais même en dehors des raisons économiques, même pour voir, parce qu'il y a tellement de déclinaisons de produits qu'à la limite on est totalement submergé par l'offre qu'il y a, donc il y a aussi. Je vous remercie.